toutes et tous. Merci pour votre présence aujourd'hui à l'occasion de cette dernière session du cycle de webinaire qui s'intitule Des habitats pour des vieillissements, animé donc par le réseau francophone des villes amies des aînés et le roi Merlin Source, que je remercie. Je remercie également une fois encore Idealco pour son soutien technique précieux pour la diffusion de l'ensemble des sessions, et particulièrement Isabelle et Emmanuel, avec qui c'est un plaisir de travailler. Donc, ce nouvel épisode porte sur le thème de l'EHPAD. Et pour votre information, la vidéo sera disponible en replay d'ici quelques jours si vous souhaitez la revisionner ou la faire visionner. Voilà. Donc, juste pour rappel, cette série de webinaires s'inscrit dans le prolongement de l'ouvrage coordonné par le réseau francophone et le roi Merlin Source. Donc, ce 9e numéro des Essentiels Amis des Aînés qui est disponible auprès du réseau. Vous allez avoir un petit lien sur le côté qui va être affiché par mes collègues. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore, on vous encourage à vous le procurer. Pour rappel, il s'agit d'un livret qui s'intitule « Des habitats pour des vieillissements accompagnés des parcours résidentiels diversifiés ». Et l'idée, c'était vraiment de recueillir un certain nombre d'articles assez synthétiques pour ne pas se perdre dans les détails, mais avec des acteurs finalement très diversifiés, des chercheurs, des associations, des organismes, des collectivités, etc. Et même si on ne peut pas être exhaustif, surtout dans ce domaine de l'habitat et du vieillissement, puisque ça foisonne d'initiatives, malgré tout, on a eu à cœur de vous parler de ce qui existe, des enjeux sur ce sujet-là, et de vous donner envie de faire avancer les choses sur le thème de l'habitat dans vos territoires. Donc, pour la session d'aujourd'hui, c'est ce qu'Isabelle vient de vous dire, vous pouvez intervenir, poser vos questions, soit dans le petit module questions-réponses qui est en bas de votre écran sur Zoom, ou si vous êtes sur Vimeo, sur le côté, en général sur le côté gauche. Donc, on se fera le relais de ces questions-là, on les posera aux intervenants, soit à la fin de leurs interventions respectives, soit tout à la fin. Donc, n'hésitez pas. Et puis, simplement, donc, on a pour habitude, en règle générale, de proposer 3 interventions dans le cadre de nos webinaires. Je me dois aujourd'hui d'excuser l'un d'entre eux, l'un de nos intervenants qui n'a malheureusement pas pu se joindre à nous. Et je remercie grandement les 2 autres qui sont bien présents et dont la qualité des interventions nous fera sans aucun doute oublier ce changement de dernière minute. Donc, il s'agit d'Élodie Yobet, qui est directrice du cabinet d'études Génération, et de Joanne Girard, qui va nous rejoindre dans quelques instants, qui est déléguée nationale filière personnes âgées et domicile à la Croix-Rouge française. Donc, avant de passer à leur présentation, je vous propose juste une courte présentation du réseau francophone qui sera suivie d'une présentation de Leroy Merlin Source pour vous situer tout ça dans le cadre général de nos actions respectives. Donc, le réseau francophone des villes amies des aînés est une association loi 1901 affiliée au réseau mondial des villes et communautés amies des aînés de l'OMS. On compte aujourd'hui 172 adhérents, principalement des collectivités françaises, mais aussi belges, suisses et andorres. Donc, ça représente aujourd'hui environ 16 millions d'habitants qui vivent dans un territoire ami des aînés en France. Et donc, j'ai coutume de décrire notre association à travers ces 4 missions principales. La première, accompagner et former et outiller, donc à travers des sessions de formation, mais aussi des ouvrages, des outils, des kits méthodologiques très pragmatiques, j'ai envie de dire, pour aider les acteurs locaux dans la mise en œuvre de leur politique en faveur de l'avancée en âge dans les territoires. Une deuxième mission qui est celle de valoriser les bonnes initiatives pour donner envie, montrer ce qui marche bien et donner envie de le reproduire ailleurs. Et sur ce sujet-là, je rappelle, vous le voyez là à l'écran, qu'on a un concours annuel qui permet de mettre en lumière les bonnes initiatives dans les territoires. Cette année, il porte justement sur ce thème de l'habitat, puisque c'est le thème annuel du réseau francophone. Donc, je vous invite à participer et à valoriser vos bonnes initiatives à travers ce concours. Vous pouvez télécharger le dossier. Il est principalement réservé aux adhérents, mais il y a aussi une catégorie pour les non-adhérents. Et vous pouvez valoriser à la fois des actions qui sont portées par votre collectivité
ou par des partenaires du territoire qui font des choses très chouettes chez vous. Donc, n'hésitez pas. Et puis, la troisième mission du réseau, c'est vraiment partager les expériences et permettre de faire vivre une vie de réseau, de trouver des acteurs locaux, nationaux, avec qui échanger sur les sujets qui vous intéressent. Et puis, quatrième mission, porter les intérêts des collectivités et être un relais entre vos actions locales et les orientations nationales et internationales. Voilà, donc c'est vraiment dans ce cadre-là que les différents travaux qu'on mène avec le roi Merlin Source s'inscrivent. J'en profite également pour vous dire un mot sur le label Amis des aînés, puisqu'il va être officiellement lancé le 2 juillet prochain à l'occasion de notre Assemblée générale. Ce label, on a mis du temps et de l'énergie à le construire pour qu'il soit vraiment au plus proche des réalités des territoires et qu'il ait du sens pour ceux qui le mettront en œuvre. Et finalement, en fait, ce label, c'est un outil supplémentaire à la fois pour valoriser et donner de la lisibilité à ce qui se fait dans les territoires, mais c'est aussi un guide pas à pas pour faire évoluer les politiques locales. Donc, on a hâte qu'il soit officiellement lancé. L'idée, c'est absolument pas de changer les règles du jeu par rapport à cette démarche Ville-Amis des aînés dont on vous parle depuis maintenant bientôt 10 ans au réseau francophone, mais bien de réaffirmer la nécessité de sortir d'une approche uniquement médico-sociale de l'avancée en âge pour aller vers une approche plus systémique de la vie des aînés via leur environnement social et leur environnement bâti. Et ça, vraiment, dans cet objectif d'améliorer le bien-être physique, social et mental des aînés, c'est la définition de la santé au sens de l'OMS, en agissant sur les politiques publiques locales. Voilà. Donc, je rappelle quand même les grandes valeurs fondamentales de cette démarche Ville-Amis des aînés. Finalement, cette démarche, c'est une méthodologie de projet avec différentes étapes, un état des lieux du territoire, un diagnostic participatif, un plan d'action, l'évaluation. Donc, c'est vraiment de la conduite de projet, mais qui est soutenue, sous-tendue par des valeurs extrêmement fortes que sont, la transversalité, avec la roue, avec les 8 thèmes que vous voyez ici, dont l'habitat fait pleinement partie. La lutte contre l'agisme, avec cette idée de déconstruire les représentations sociales très souvent négatives d'ailleurs qui pèsent sur l'âge. Et puis la participation des aînés, leur consultation, la co-construction des politiques publiques, qui est le levier essentiel et incontournable de cette démarche Ville-Amis des aînés, et qu'on replace aussi, là encore, vraiment au cœur de ce label, pour pouvoir accompagner la création de territoires qui sont bienveillants à l'égard de tous les âges. Donc, voilà pour cette courte présentation du réseau francophone. Je vais laisser la parole à Claire Letertre pour nous parler à son tour du réseau Leroy Merlin Source. Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup Angélique. Donc Leroy Merlin Source est partenaire du réseau francophone Ville-Amis des aînés, notamment sur le numéro 9 des essentiels. Leroy Merlin Source, en fait, c'est le réseau de recherche de Leroy Merlin sur l'habitat qui a été créé en 2005. Il rassemble près de 60 chercheurs académiques ou indépendants et professionnels de l'habitat. Au sein du réseau, ces chercheurs partagent les thématiques, mais aussi les approches de leur discipline et de leur métier. Et ils élaborent également des chantiers de recherche en partenariat avec Leroy Merlin Source. Depuis 2011, c'est donc plus de 60 recherches qui ont été conduites avec pour objectif d'appréhender et comprendre les évolutions et modes de vie, les attentes et les besoins des habitants, ainsi que leur stratégie personnelle d'adaptation au regard des grandes évolutions qui sont démographiques, énergétiques, numériques et qui toutes impactent le logement. Les savoirs qui sont créés au sein de Leroy Merlin Source sont tous disponibles en open source sur le site leroymerlinsource.fr. Nous avons rassemblé les résultats des recherches que nous avons menées entre 2017 et 2020 dans un ouvrage qui vient d'être publié et qui s'intitule « Métamorphose du chez-soi ». Cet ouvrage est disponible sur demande à l'adresse mail qui est indiquée sur la slide et nous ferons un plaisir de vous l'adresser si vous en faites la demande, évidemment. La thématique que nous avons appelée au sein de notre réseau Habitat et autonomie
et donc qui étudie les rapports entre les habitants et leur logement et son adaptation pour permettre une autonomie tout au long de la vie, est celle que nous avons le plus investiguée depuis la création du réseau. Notre recherche emblématique s'appelle J'y suis, j'y reste et elle donne la parole aux personnes âgées dans 3 volets vidéo de 52 minutes chacun que vous pouvez aussi trouver sur le site leroymerlinsource.fr. Et ces 3 volets ont été réalisés en partenariat avec AG2R La Mondiale et conduits par Marie Delsal, qui est psychanalyste. Le premier volet donne à entendre les seules paroles des personnes âgées sur leur motivation à rester chez elles le plus longtemps possible. Le deuxième volet intègre en complément la parole des aidants familiaux et professionnels. Et enfin, le volet 3 se focalise plutôt sur la problématique des travaux d'adaptation des logements. Nous avons également réalisé 2 recherches avec Mélissa Asli-Petit, l'une sur l'aménagement du logement des jeunes retraités et une autre que nous publions aujourd'hui même sur l'utilisation des objets connectés par ces jeunes retraités. Un certain nombre de contenus de recherche et d'expérimentation menés par Leroy Merlin Source sont reprises et détaillées dans le numéro 9 des Essentiels du réseau francophone Ville Amie des Aînés. Merci. Merci Claire. Alors, entrons dans le vif du sujet, puisque nous sommes réunis aujourd'hui pour la dernière session du cycle de webinaire. Donc, ce cycle de webinaire, vous l'avez compris, il accompagne vraiment le lancement de cet ouvrage des Essentiels Amis des Aînés. Et en fait, quand on a réalisé cet ouvrage, je me souviens de notre toute première réunion avec Claire Letertre et Pascal Dreyer sur ce sujet-là. Dès le départ, on a souhaité vraiment essayer de balayer l'ensemble du parcours résidentiel possible dans l'avancée en âge du point de vue de l'habitant. Et en fait, très naturellement, dès le départ, on a considéré que le dernier chapitre devait être dédié à la question des EHPAD, tout simplement parce qu'il s'agit aujourd'hui du domicile de 611 000 personnes âgées en France, même si d'ailleurs elles sont plus souvent appelées résidentes qu'habitantes. Mais malgré tout, c'est des sujets intéressants, des questions de vocabulaire à creuser d'ailleurs. Donc l'idée, c'est vraiment pas du tout de dévaloriser ce qui se fait actuellement en EHPAD. On sait qu'il y a énormément d'initiatives innovantes, intéressantes et des professionnels extrêmement engagés sur l'accompagnement des personnes âgées dépendantes. Mais on sait aussi qu'il y a un réel enjeu aujourd'hui d'évolution autour des questions liées aux EHPAD, en particulier parce que quand on consulte les gens, ce qu'on entend, c'est qu'il y a une peur un petit peu phobique d'aller en EHPAD. Et en tout cas, le souhait très fort de rester chez soi. Donc, c'est peut-être cette question d'ailleurs de rester chez soi qui doit être creusée. Il semblerait en effet que finalement les EHPAD ne répondent pas ou ne répondent plus. Parce que moi, je m'interroge souvent, là encore, sur cette notion d'EHPAD par rapport à la maison de retraite d'antan. En tout cas, les EHPAD, il semblerait qu'ils ne répondent plus à la volonté des habitants de se sentir chez eux, d'où la nécessité de réfléchir sur ce sujet. Sur ce thème du chez-soi, dont on entend énormément aujourd'hui parler sous les termes de la logique domiciliaire, vraiment cette idée de se sentir chez soi en établissement, je souhaitais faire référence aux travaux de Fanny Cérèze, qui est architecte et qui fait des travaux vraiment très intéressants sur ce sujet. Donc, elle a écrit un papier dans le numéro 9 et elle débute d'ailleurs en indiquant que l'EHPAD ne serait par définition pas un habitat, mais plutôt un établissement d'hébergement, ce qui sous-entend finalement qu'il s'agit d'une expérience de dépendance envers un lieu qu'on ne contrôlerait pas ni dans l'aspect bâti, ni dans ce qui s'y passe, dans le sens où les rythmes et les règles finalement sont imposés par le collectif. Mais pour autant, elle atténue en fait ces constats-là sur la suite de son article en indiquant qu'il est tout de même possible de se sentir chez soi, par exemple en réinterrogeant un certain nombre de grands principes, comme par exemple, est-ce qu'on est chez les résidents ou est-ce qu'on est sur le lieu de travail des soignants? Donc voilà, c'est vraiment juste quelques clés pour vous donner envie d'aller creuser cet article vraiment passionnant et plus largement les travaux de Fanny Cérèze. Et puis aussi, dans l'ouvrage, vous trouverez un autre article sur cette question de l'EHPAD, un petit peu généraliste là aussi, sur les enjeux de l'accompagnement de la transition du domicile classique vers l'EHPAD. C'est un papier de Caroline Géraudot, qui est maître de conférence en psychologie à l'Université de Tours.
Et elle insiste en fait sur la question de l'attachement à son lieu de vie au fil de l'avancée en âge, qui est une notion en fait assez difficile à définir. Je vous laisse chacun vous demander, réfléchir aux raisons qui font que vous êtes attaché à votre domicile et que vous vous sentez ou non chez vous. Mais c'est assez difficile d'y répondre. Nous, on fait les mêmes constats au niveau du réseau francophone sur la question de l'attachement à son territoire. C'est assez difficile de dire ce qui fait qu'on se sent appartenir à un endroit. Donc voilà, et donc Caroline Giraudot, elle explique aussi que finalement, le temps qu'on va passer dans son logement, les années, les souvenirs aussi qu'on va se créer dans ce logement peuvent contribuer à nous attacher d'autant plus à l'endroit où l'on vit, ce qui explique la particularité d'autant plus importante de l'attachement au lieu de vie chez les personnes âgées et qui explique également du coup la nécessité d'accompagner une transition et un accueil vers l'EHPAD. Donc là aussi, je vous encourage à aller creuser un petit peu ces sujets-là, mais il y a vraiment des choses extrêmement intéressantes sur ces sujets. Aujourd'hui, du coup, nos deux intervenants vont nous présenter des pistes extrêmement concrètes sur des angles différents qui concernent l'évolution et l'amélioration de l'EHPAD. Mais avant de leur laisser la parole, du coup, je voulais juste vous donner quelques éléments généraux, quelques points de repère pour qu'on ait un peu une culture commune sur ce sujet de l'EHPAD aujourd'hui en France. Donc, à titre d'information, aujourd'hui, on a environ 10% des personnes de 75 ans ou plus qui vivent en EHPAD en France. Donc, c'est un nombre important, je l'ai dit tout à l'heure, un peu plus de 600 000 personnes. Pour autant, ça signifie que plus de 90% des 75 ans ou plus aujourd'hui ne vivent pas en EHPAD. Je souhaitais le dire quand même en amont de nos travaux parce que quelquefois, quand on travaille sur les questions liées au vieillissement, les débats se focalisent sur la question de l'EHPAD, qui est un enjeu très fort, mais il est utile de rappeler que la très grande majorité ne vivent pas en EHPAD. Donc ça, c'est vraiment un point important, se dire que la politique du grand âge ou la politique de l'autonomie ne peut pas être confondue avec la politique de l'âge et finalement de l'accompagnement de l'avancée en âge. Donc voilà, environ 10% de 75 ans ou plus en EHPAD en France aujourd'hui. Vous dire aussi qu'actuellement, 50% des places d'EHPAD se situent dans le secteur public, 28% dans le secteur privé non lucratif et 22% dans le secteur privé lucratif. Ça, c'était juste pour avoir une vision globale de la répartition de l'offre. Trois éléments qui me semblent vraiment essentiels et qui expliquent aussi à quel point il est important de reconsidérer aujourd'hui la question de l'EHPAD et de repenser les enjeux autour de ces sujets-là. On voit pas mal de travaux foisonnés sur ces sujets. Je pense en particulier au rapport de Matière Grise qui est sorti là ces derniers jours et qui est très intéressant également. Premier élément, en France aujourd'hui, on a environ 1,3 million de personnes âgées qui sont dépendantes, que ce soit en établissement ou à domicile. Et selon les projections, d'ici 2050, on sera environ à 2,2 millions. Donc on va passer de 1,3 million à 2,2 millions. On voit qu'il y a un enjeu en termes de nombre. Deuxième élément, en moyenne, le reste à charge des personnes qui vivent en EHPAD est de 1 850 € par mois. Donc un enjeu très fort en termes financiers. Et puis, troisième élément, 63% des EHPAD déclarent aujourd'hui avoir au moins un poste non pourvu depuis 6 mois ou plus. Donc là aussi, une question sur l'attractivité des métiers du grand âge, qui est un sujet d'actualité, qui se pose là aussi dans les établissements, mais évidemment à domicile également. Mais en tout cas, trois éléments qui, je crois, doivent nous faire réfléchir dans l'anticipation du modèle de l'EHPAD pour les années qui viennent, avec cette explosion du nombre de personnes âgées dépendantes, la question du reste à charge très important qui reste, et puis la question de l'attractivité des métiers du grand âge. Donc, c'est vraiment ces éléments en partie, entre autres, qui doivent nous accompagner sur le fait de re-questionner ces modèles d'EHPAD. Donc voilà pour la petite introduction générale qui nous permet de partir sur une culture commune autour de ces enjeux-là. Et puis, pour débuter cette session, je vais proposer à nos deux intervenants une question commune, une question d'introduction. Finalement, pour débuter les débats, j'ai envie de vous demander quelle place a aujourd'hui, selon vous, selon vos positionnements respectifs, quelle place a aujourd'hui l'EHPAD dans le parcours résidentiel des personnes âgées?
Je laisse la parole pour débuter à Joanne Girard, hein, donc déléguée nationale filière personnes âgées et domicile à la Croix-Rouge française, et puis Élodie Liobet, qui est directrice du cabinet d'études Génératio, poursuivra avec cette même question, si vous en êtes d'accord, avant de partir sur vos interventions respectives. Bah, très bien, je vous en remercie. Merci beaucoup, Angélique, pour ces propos introductifs et la recontextualisation qui me semble très important à l'aune de peut-être la future loi avantage d'autonomie ou future loi génération, comme les premiers indicateurs issus du ministère nous font savoir. L'EHPAD, à ce jour, effectivement, tel qu'il est conçu de par son histoire, fait qu'il a une place essentielle, mais en même temps un rejet divers et variés, qui soit médiatique pour la partie la plus cruelle, ou tout simplement par les bénéficiaires sur l'aspect peut-être même s'il y a une volonté de renforcer le côté domicile dans l'accueil et la personnalisation des prestations, ne serait-ce que l'architecture n'est pas forcément correspondante à cela. Par ailleurs, cet EHPAD, on le voit avec l'évolution de la population vieillissante, à sa place évidemment, mais il ne faudrait pas demain, dans la transformation de l'offre, qu'on fasse finalement un retour en arrière dans des structures uniquement de fin de vie ou uniquement avec des personnes avec des troubles neurodégénératifs majeurs et se retrouver à nouveau dans un espace clos ne favorisant pas l'inclusion et ne favorisant pas la mixité. Alors, pas simple comme équation, évidemment, pour transformer l'EHPAD de demain. Une chose, en tout cas, que l'on soutient au niveau de la Croix-Rouge française et que l'on a soutenu dans le cadre du plaidoyer, si on veut réinsérer, entre guillemets, les personnes âgées dans le cœur de la cité, si on veut accepter le vieillissement d'une certaine manière pour soi-même et pour les autres, de ne pas avoir un rejet, il va falloir à un moment donné resocialiser la mort. Le sujet de la mort, effectivement, qui est si tabou dans notre société, entraîne, je pense, sans faire de psychologie de comptoir, un certain nombre de comportements et de rejets du vieillissement et de la place du senior dans notre société, voire une culture de l'agisme pour certaines obédiences, comme l'a souligné le rapport Audrey Dufeu-Schubert. Donc, en tout cas, ce que je constate, c'est que l'EHPAD a sa place dans une autre forme architecturale, organisationnelle, en termes de pratique, etc., mais aussi en termes peut-être demain, et j'en suis convaincu, de mutualisation, de rationalisation d'un certain nombre d'offres de services dans une dynamique ouverte sur son territoire, dans une dynamique d'accueil et de aller vers, donc une forme beaucoup plus hybride et agile dans l'intérêt de la centralisation de toute l'attention sur le parcours du senior. Voilà pour mes premiers éléments introductifs et je laisse la parole à Élodie. Pardonnez-moi Élodie, du coup je ne vais pas être très adapté en intervenant en tant qu'homme en premier. Pas très courtois de ma part. C'est vraiment pas grave. Bonjour à tous et merci Angélique et merci au réseau pour cette invitation. Je suis ravie d'être avec vous ce matin et de répondre à cette première question. Alors, je ne peux que partager ce que tu as dit, Angélique, en introduction. Voilà ce que vous avez dit, Joanne. Pour moi, je pense, voilà, quand j'accompagne des territoires et notamment des territoires qui souhaitent vraiment intégrer dans leur politique publique le vieillissement au sein des différents secteurs ville amie des aînés, l'EHPAD a un rôle incontournable, une place incontournable, mais qui dépend fortement des territoires. L'EHPAD ne va pas du tout avoir la même place sur un territoire très rural, dans une métropole, dans une ville, qui soit située en centre-ville ou en périphérie. Et donc, il y a un vrai enjeu d'intégration, en fait, au-delà du parcours résidentiel, d'intégration urbaine de l'EHPAD au sein de son environnement proche de vie. Et je sais qu'au réseau, vous aimez parler de territoires favorables au vieillissement. Et je pense que vraiment, on doit intégrer aujourd'hui l'EHPAD dans ces territoires favorables au vieillissement et dans ces interfaces de manière ouverte le plus possible avec l'environnement de vie. Donc en faire, voilà, je pense que cette place, elle est dans un carrefour au sein des quartiers, un carrefour de vie, un carrefour d'activité et d'ouverture. Et on le voit d'ailleurs sur certains établissements qui s'ouvrent à des services, que ce soit des services postaux, des services des
lieux de réunion pour des associations, des lieux d'accès à la télémédecine. Donc, il y a vraiment une place centrale. Et pour autant, je rejoins totalement Joanne sur le fait que ce n'est pas un lieu qui va être vu de manière très sexy, qui ne vient pas en première place des lieux où on rêve de finir sa vie. Alors certainement parce que on a cette image de l'EHPAD avec le grand âge, la dépendance. L'EHPAD aujourd'hui, c'est le lieu de vie des arrière-grands-parents dans la famille, je pense qu'il faut le rappeler. Donc, on est vraiment sur un lieu particulier et un lieu qui aussi a des codes très médicalisés et où il est difficile de se projeter en tant que domicile et lieu de vie. Ce que tu rappelais, Angélique, est particulièrement important sur cette question du parcours résidentiel, cette question du lieu de vie. Où est-ce que je vais me sentir chez moi? Dans quelles conditions est-ce que je vais me sentir chez moi dans ce parcours résidentiel? C'est aussi, je pense, accepter le fait que ce chez-soi ne sera pas forcément la maison où j'ai mes souvenirs, où j'ai élevé mes enfants, où je les ai vus grandir, où j'ai reçu mes amis. Et du coup, il y a une attente des jeunes retraités, une attente tout au long de ce processus de vie sur des lieux à imaginer. Et donc, on a beaucoup d'initiatives aujourd'hui qui foisonnent sur les territoires sur ce nouveau parcours résidentiel, cette diversité, cette variété, pour sortir d'un choix binaire, domicile ou EHPAD, mais qui parfois, en fait, est un constat qui vient en premier quand on regarde et quand on se dit où est-ce que je vais pouvoir aller, où est-ce que mes parents vont pouvoir aller. On se dit qu'il n'y a pas forcément des choses entre. Et aujourd'hui, il y a énormément de choses, on va en parler aujourd'hui, notamment sur certaines formes qui apparaissent, et c'est tant mieux. Super, merci beaucoup à tous les deux. On entend vraiment bien cette importance de re-questionner l'aspect lieu de vie de l'EHPAD, tout en étant dans une logique de mutualisation des services, avec un principe de réalité qui sous-tend tout ça, et puis une inclusion dans la cité et dans les territoires pour ouvrir aussi ces EHPAD et leur redonner en fait j'ai envie de dire, passer de résident à citoyen. Donc, il y a vraiment quelque chose de très chouette là-dedans. Merci à tous les deux pour cette belle introduction. Je vais proposer à Joanne Girard de passer à l'intervention qu'on a préparée autour de 3 grandes questions. Donc, pour commencer, dans un premier temps, est-ce que vous pouvez nous présenter le dispositif EHPAD ADOM et l'expérimentation qui est actuellement en cours, sachant que vous aviez évoqué l'an dernier une étude qui était alors en cours de réalisation, et donc vous pourrez peut-être nous donner quelques résultats si vous les avez. Oui, tout à fait. Alors du coup, EHPAD ADOM, qui était le nom initial du dispositif lors de son lancement en 2017, nous avions lancé cette transformation effectivement en mesurant les limites d'une organisation entre le tout domicile ou le tout établissement, alors que les besoins pouvaient être beaucoup plus hybrides en fonction du parcours, de la situation de l'aidant, etc. Et c'est comme ça qu'est né le dispositif historique EHPAD ADOM. Comme vous pouvez constater à travers cette première slide, la sémantique a évolué. Nous l'avons appelé le dispositif Vivre à la maison, Vivre à la maison pour la française, puisque déjà, de fait, le terme EHPAD me dérange par nature, parce que le mot dépendance, soumission à autrui n'est pas forcément l'élément qui va reconnaître le pouvoir d'agir des seniors, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, nous avons effacé cette terminologie pour faire ressortir la notion de vie et la notion de domicile, avec une petite note numérique, parce qu'effectivement, les enjeux aussi de l'action de prévention ou des éléments de sécurisation, de limitation de l'aggravation de la dépendance peuvent parfois aussi, au-delà des organisations et des offres de services, passer par des actions numériques. Donc, ce dispositif né en 2017 a eu une expérimentation pendant plus de 2 ans, effectivement suivi par l'Université Paris-Dauphine et le Grand Hôpital de Reims avec le professeur Nicolas. Tout ça venait aussi nourrir les réflexions des politiques publiques de par notre action de plaidoyer au niveau de la Croix-Rouge française. C'est ça qu'on a étroitement collaboré à la création de référentiels DGCS et NSA sur les dispositifs renforcés d'accompagnement à domicile. On avait évidemment aussi perçu, on a poussé un certain nombre de réflexions auprès des pouvoirs publics pour soutenir toutes les alternatives, etc. Et donc, ce projet a pu naître entre 2017 jusqu'à la fin de son expérimentation en 2020. Donc, vous voyez, dans toute cette période aussi où il y a eu la concertation grand âge, le rapport niveau, un certain nombre d'actions et de réflexions
collégiale, mais aussi par les pouvoirs publics. Je continuerai après sur l'article 51, mais toujours en restant là-dessus, puisque vous m'avez posé la question sur l'évaluation qui a eu lieu. Alors, sans rentrer évidemment dans les 200 pages du rapport, il y a quelques petits éléments clés qui ressortent. Un premier élément, justement, à l'heure où tout le monde dit on veut vieillir chez soi et dans son domicile, je tiens quand même à apporter un élément de modération à cela. Et je pense que la crise Covid-19 a renforcé ce positionnement-là. C'est très bien d'être chez soi, d'être dans son environnement historique, affectif, etc., ses repères. Mais quand on est isolé et qu'on souffre de solitude, les conséquences peuvent être aussi dramatiques. Et en fait, ce qu'on n'avait pas pensé dans le lancement de l'initiative initiale d'EHPADADOM à Sartrouville, c'est que les personnes ont demandé spontanément à venir à l'EHPAD, à la journée, à la demi-journée, plusieurs jours consécutifs, pour participer à des moments de convivialité, la restauration notamment, des moments d'activité culturelle, d'animation, voire thérapeutique pour certains d'entre eux, et parfois même avoir accès à nouveau à certains actes de santé, notamment la kinésithérapie, puisque les kinésithérapeutes se déplacent de moins en moins à domicile du fait de leurs activités en cabinet ou en tant que salariés. Et en venant à l'EHPAD à la journée, ces résidents-là pouvaient bénéficier de kinésithérapie avec la salle et les kinés venant accompagner les résidents intégrés. L'autre élément qui est ressorti à travers ce rapport aussi, c'est la notion finalement de limitation de la rupture. On sait que dans le modèle actuel, traditionnel, on passe très souvent de l'hôpital ou du SSR directement à l'EHPAD. Une rupture quand même assez violente pour les personnes, sans repasser par la case domicile, entraînant toutes les conséquences de rupture que vous pouvez connaître. Dans cette forme d'hybridation, où la personne est venue un petit peu à la journée d'une manière proactive, volontaire, autonome d'une certaine manière, même si on l'accompagne par des solutions de mobilité, la connaissance du coup de la structure est beaucoup plus affinée. Ce n'est pas qu'une connaissance médiatique ou de perception sociétale de qu'est-ce que l'EHPAD, même s'il faut le faire évoluer dans le temps, mais en tout cas dans l'EHPAD actuel. Et deux, du coup, connaît aussi l'environnement des ressources humaines qui sont dans cet écosystème de l'EHPAD. Et donc, le jour où, et ce n'est pas forcément le cas, puisqu'on a eu des personnes qui sont décédées avec EHPADADOM, enfin, vivre à la maison à domicile, mais il y a des personnes aussi qui ont eu besoin, à un moment donné, dans l'évolution de leur perte d'autonomie, d'intégrer l'EHPAD. Ils avaient le libre choix de rentrer dans l'EHPAD de la Croix-Rouge ou pas, mais en tout cas, ils l'ont fait. Et pour cela, l'intégration a été beaucoup moins violente que dans le modèle traditionnel et l'accompagnement du parcours beaucoup plus fluide et qualitatif, évidemment, par rapport au modèle très segmenté. Voilà, donc du coup, la suite, si vous voulez bien passer à la slide suivante, le bilan de Sartrouville sur ces 2 ans, on a eu une forte implication de l'ensemble des acteurs professionnels et dont bénévoles évidemment. Vous avez quelques chiffres qui montrent un petit peu l'âge moyen, 88 ans dans le dispositif, les niveaux de GIR, donc de dépendance, 34% pour les GIR 1-2, donc la plus grande perte d'autonomie, 44% pour les 3-4, et GIR 5-6, les personnes plus autonomes, 22%. Donc une mixité des profils accompagnés. On a eu au total 32 personnes sur les 2 ans qui ont été accompagnées par ce dispositif. Bon, après, il y a eu un focus, etc., évidemment, sur tous les enjeux médiatiques, politiques et autres. Et ce qui me semble important aussi à retenir, puisqu'Angélique, vous avez fait écho tout à l'heure à l'enjeu de l'attractivité des métiers. Je me souviens, lors de la visite de Myriam El Khomri dans le cadre du rapport sur l'attractivité des métiers du grand âge, nous l'avions fait venir sur le dispositif où il y avait tout corps de professionnels, de l'EHPAD, du SIAP, du SAP et d'EHPADADOM. Et ce qui est ressorti des interventions des collaborateurs de manière très spontanée a été le fait que ça redonnait du sens à leur métier de pouvoir faire un accompagnement global. Et donc, ça fait écho à la segmentation des offres de services, des différents décrets de compétences et à une forme maintenant de taylorisation du travail dans nos activités traditionnelles et pas de SIAD SAD. Voilà, donc je pense qu'il y a un élément majeur aussi sur l'attractivité des métiers de par la reconfiguration de l'offre de services. Slide suivante, si vous voulez bien. Alors, les objectifs, évidemment, je les ai déjà un petit peu distillés dans le préambule de mon intervention. Renforcer, améliorer la qualité de l'accompagnement à domicile. Lutter contre l'isolement de la personne âgée et des proches aidants. L'isolement et la solitude, c'est un des éléments majeurs dans le cadre de la société de la longévité, comme vous le savez évidemment dans le Villamy des aînés.
et je distingue bien isolement et solitude, hein, parce que l'isolement, c'est un fait objectif, la solitude est subjective. Et on peut ne pas être isolé et souffrir de solitude, notamment on n'est pas de d'ailleurs. Coordonner et assurer une continuité dans l'accompagnement des parcours de vie et prévenir la perte d'autonomie. Comme vous le savez, malgré la volonté des politiques publiques de faire un guichet unique de conseil et de coordination, nous nous retrouvons à ce jour forcés de constater à des guichets multiples où la lisibilité pour les bénéficiaires est très complexe. Pour les experts du secteur, ça l'est aussi. Alors imaginez le senior de 88 ans et son aidant. Et la coordination aussi, c'est un élément qui est ressorti du rapport, avec des témoignages aussi d'aidants qui se sentaient libérés d'une charge mentale de la coordination entre le SAD, SIAD et PAD, puisque tout est mutualisé et géré par le coordonnateur de parcours à travers ce dispositif. Et évidemment, un enjeu majeur qui est renforcer les principes éthiques dans l'accompagnement du grand âge en renforçant la place du libre choix. Plutôt que le tout domicile ou tout établissement, le fait de mutualiser les services, de mieux les coordonner, ça permet de laisser libre choix dans une offre beaucoup plus agile. Attention, évidemment, dans le cadre du dispositif EPADADOM, avant l'article 51 que nous avons porté, c'est plus complexe puisque vous connaissez le caractère normatif de notre système et que des fois, on ne peut pas se permettre toutes les agilités. Maintenant, dans le cadre de l'article 51, et c'est les slides suivantes, c'est ce que nous portons du coup depuis l'expérimentation de Sartrouville, nous avons déposé un article 51 du projet de loi de finances sécurité sociale de 2018 qui permet l'innovation et de sortir du cadre du droit commun. Et nous avons été retenus avec également du coup dans le cadre d'un cahier des charges commun avec la Mutualité française et avec HSTB qui est basé en Bretagne, puisqu'ils avaient aussi des idées du même ordre. Du coup, nous avons porté un cahier des charges commun par l'équipe de l'article 51 pour le déployer sur différents territoires. Côté Croix-Rouge française, nous le déployons sur 7 territoires avec des formes un petit peu différentes. On a des offres intégrées, Total Croix-Rouge française, mais on peut avoir des offres mixtes avec l'EHPAD pivot et le SIAD porté par un autre opérateur, etc. Ce qui permet aussi de favoriser les partenariats et l'adaptation du dispositif en fonction de chaque réalité de territoire, puisqu'on n'est pas hégémonique. Croix-Rouge, nous n'avons pas des offres de services complémentaires et intégrées dans tous les territoires. Et il faut savoir aussi créer du partenariat. Donc, évidemment, ce qui a guidé aussi notre réflexion à travers cette expérimentation, c'est de ne pas rajouter un service supplémentaire, c'est de venir en subsidiarité et favoriser la coordination de services existants. Ça suffit maintenant, la multiplication des services rationalisés. Donc, évidemment, autour de tout cela, on a l'adaptation du logement, on a le plan d'accompagnement à domicile et personnalisé, voire même, plutôt que le projet personnalisé, le parcours personnalisé, finalement, une forme de passeport personnalisé. L'accueil à l'EHPAD avec un socle commun de prestations qui est délivré et des offres optionnelles en fonction des choix de chacun. On a des possibilités d'accueil d'urgence parce que, comme vous le savez, des fois, les situations d'urgence à domicile, l'aidant est hospitalisé d'un coup, il faut évaluer la situation. Donc, on a une chambre d'urgence de 72 heures permettant d'évaluer la situation. Évidemment, les liaisons entre les espaces de vie, etc., entre le domicile et l'établissement, il y a la question de la mobilité qui est essentielle. Donc, on essaye d'équiper, là, tous ne le sont pas, mais bientôt ils le seront tous, de transport et de prestations à la carte, de transport à moindre coût pour favoriser la venue de la personne à domicile au sein des EHPAD, comme je vous l'ai dit, pour la resocialisation, les moments de convivialité, ateliers thérapeutiques et autres. Dans le cadre de l'article 51, il y a eu un financement, c'est la première fois que je vois ça et je m'en réjouis, de par l'assurance maladie d'un pack domotique à raison de 120 € par mois et par bénéficiaire. Donc nous avons fait le choix de contractualiser avec un opérateur qui permettra de la personnalisation de chaque module dans un pack global domotique en fonction des besoins. Ça peut aller du chemin lumineux jusqu'à la détection par l'intelligence artificielle des frigos qui s'ouvrent ou non pour lutter contre la dénutrition, etc., etc. Évidemment, le personnel encadrant avec des coordonnateurs de parcours, des coordonnateurs autonomie et garantir un suivi global 24/24, 7/7 avec des astreintes de nuit également. Je vous invite à passer la slide suivante. Donc, une offre de services destinée à des seniors de plus de 60 ans qui souhaitent rester à domicile et qui souhaitent aussi, bien sûr, pouvoir participer à un choix entre différentes prestations à la carte dans une offre coordonnée. L'idée est évidemment de pouvoir maintenir le plus longtemps possible une certaine autonomie, mais après, en fonction des pathologies, des accidents de la vie, il peut y avoir une aggravation de la autonomie entraînant potentiellement l'intégration à l'EHPAD pivot ou demain
qu'on appellera plus EHPAD, plateforme gérontologique de territoire, je ne sais pas, nous verrons bien. Voilà. Le dispositif s'adresse évidemment en particulier en situation de retour d'hospice, logement inadapté, absence d'aidants à proximité, etc. Dans tous les cas, chaque admission est étudiée dans une évaluation gériatrique complète, de par évidemment l'équipe gériatrique de l'EHPAD, le médecin coordonnateur gériatre, l'infirmier coordonnateur, le psychologue, éventuellement un ergothérapeute ou psychomotricien selon les ressources disponibles au sein de l'EHPAD. Slide suivante. Voilà, donc comme on le voit là, c'est un petit peu l'écosystème et il en manque certains. C'est comment tout ça s'articule avec le reste du monde. Comme vous le savez, un grand nombre de dispositifs existent, déjà entre le secteur médico-social, le sanitaire, hôpital, etc., et bien évidemment la ville. Donc, on voit tout l'écosystème de l'offre rouge qui peut effectivement, enfin, qui doit se coordonner avec tous les acteurs, les DAC, PTA, Maya, CPTS, les réseaux, etc., etc. Je ne vais pas tous les sortir, mais vous imaginez bien que c'est loin d'être simple et que dans la période que nous vivons, avec les questions effectivement qui va être en charge de la coordination, quid des gouvernances, etc., etc., que ces éléments-là restent encore un petit peu troubles, bien qu'il existe des dispositifs de droit commun officiels à date. Slide suivante. Et bien voilà, tout ça pour vous dire que… pour conclure… Juste, si je peux me permettre, peut-être juste… est-ce que vous avez des éléments sur les retours des personnes et la façon dont elles ont accueilli ces services? Pardon, Angélique, la façon dont les personnes ont accueilli les services, des retours en fait sur l'usage en fait des différents services qui ont été proposés? Bien sûr. Alors, pour l'instant, à date, on a des retours évidemment assez importants sur l'établissement de Sartrouville, puisqu'il y a eu un retour d'expérience depuis 2017, où honnêtement, le dispositif a été très, très apprécié par les personnes accompagnées, mais aussi par leurs aidants. Les personnes accompagnées sur le caractère, justement, je reste chez moi, j'ai mon environnement, je ne suis pas encore prêt pour rentrer à l'EHPAD. Bref, cette notion de prise en compte de la temporalité du senior, dans là où il en est dans son parcours de vie. L'aspect du lien social avec toutes les activités, ce qui permettait effectivement de pouvoir lui offrir un certain nombre de panels de services en fonction de ses besoins. Un jour, il a envie de participer à des activités, ben, il peut venir. Un jour, il a envie de partager sa table plutôt que d'être seul à domicile devant son assiette, et ben, il peut venir. Et puis un jour, il ne veut pas parce qu'il se sent un peu plus fatigué, ben, il reste à domicile. Voilà, donc cette notion effectivement de souplesse, de non-carcan a été très appréciée. L'autre caractère, ça a été évidemment pour les aidants. L'aspect de coordination, c'est ce qui est ressorti de manière majeure dans toutes les enquêtes qualitatives que l'on a pu mener. C'est ce soulagement de l'aidant dans l'animation de la charge un peu psychique de la coordination, de est-ce que tout le monde va bien arriver au même moment, est-ce que les besoins de maman ou papa ou de mon époux ou mon épouse sont bien adaptés en fonction des horaires, en fonction des différents intervenants. Tout ça, ça a été un vrai soulagement pour les aidants. Voilà, je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, merci. On entend bien, on ne prend du collectif finalement que ce qui est intéressant, la mutualisation, le fait d'être ensemble, sans subir en fait les contraintes et la perte de liberté que pourrait générer quelquefois le collectif. Donc, alors, c'est ça exactement. Petit point très rapide, ça s'inscrit dans d'autres transformations aussi, je pense. Bien évidemment, le futur modèle d'EHPAD de demain, qui peut, au lieu d'avoir des grands couloirs type hospitalier, se retrouve plus en unité de vie, etc. Et se retrouve aussi avec quelque chose qu'on expérimente dès maintenant. Je n'irai pas plus loin, mais si vous voulez, s'il y a des questions, je pourrais y répondre, qui est l'intégration de la dynamique du tiers-lieu comme vecteur d'inclusion dans la cité. Donc, nous lançons deux expérimentations. Nous avons lancé deux expérimentations au pôle gérontologique de Nîmes et à Fournan-Ouep, à côté de Lille, justement sur ce vecteur intergénérationnel, ce vecteur d'ouverture sur la ville, mais qui va venir questionner aussi l'architecture, les codes, les portails aux entrées pour favoriser l'intégration et les dynamiques d'aller-retour entre l'extérieur et l'intérieur, mais aussi une notion de comment, sur une méthodologie qui va, je pense, qui peut intéresser la Ville des Aînés, qui va partir d'une consultation citoyenne, définir l'offre de services du tiers-lieu par consultation citoyenne pour que chacun s'y retrouve dans ses besoins et ses attentes, et qu'on ne décrète pas en top-down, oh bah tiens, on va mettre du numérique, ou on va mettre de la restauration, ou on va mettre je ne sais quoi d'autre encore dans ce tiers-lieu. Non, ça doit être un tiers-lieu qui appartient à tous, voire même multi-associations dans un lieu commun. Et on pense qu'en tout cas, que les futurs EHPAD, les futures plateformes
auront un intérêt éventuellement à reconfigurer leur rez-de-chaussée sur des lieux comme des secondes places du village, d'une certaine manière. Voilà. Ouais, très intéressant. Juste pour conclure sur votre intervention, vous nous parlez là d'expérimentation. Quelle visibilité vous avez sur l'essaimage en fait de cette expérimentation? Alors, on a une expérimentation de 3 ans avec l'article 51, d'accord, donc à raison de fin 2020, début 2021. Alors évidemment, qui dit 3 ans, ça nous amène à 2023. En gros, nous espérons d'ici là peut-être que le droit commun se sera positionné avec la loi Génération, loi Grand Âge Autonomie, qui entraînera peut-être des autorisations multi-activités, comme le préconise le rapport Libaud, par exemple, ou même le rapport Broussy récemment. Ça, je ne peux pas prédire l'avenir. Une chose est sûre, si on reste dans le cadre actuel, c'est que l'objectif premier de l'article 51, c'est de déroger au droit commun et en fonction de l'évaluation, puisqu'un cabinet est diligenté par l'article 51 pour évaluer l'impact médico-économique sur la qualité de vie, etc., si les bénéfices, l'idée, c'est que ça intègre le droit commun et donc un essaimage, évidemment, national par rapport à cela. Donc, nous, de notre côté, on est déjà sur 7 territoires, donc 7 offres de services dans l'article 51 qui sont concernées. Et en parallèle de ça, nous identifions, parce que ça arrive au-delà des articles 15-51, que des agences régionales de santé, en lien avec les conseils départementaux, saisissent les appels à manifestation d'intérêt pour transformer l'offre, ce qui a été le cas de l'Île-de-France. Voilà. Super, merci beaucoup. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vois qu'on réclame de revoir votre PowerPoint. On le fera peut-être tout à l'heure sur un temps d'échange, ou sinon sachez que le support pourra être mis en ligne, donc vous y aurez accès par la suite. On va simplement poursuivre avec l'intervention d'Élodie Liobet, qui est donc directrice du cabinet d'études Génération. Et juste pour commencer, dans la continuité de ce qui vient d'être dit par Monsieur Girard, je voulais vous proposer de revenir sur le fameux rapport que vous avez rédigé avec Mélissa Asli-Petit, puisque vous aviez été missionné, je crois, par Génération Mutualiste sur les enjeux du vieillissement au sein de l'EHPAD Hors-les-Murs. Donc, pour compléter ce qui a été dit par Monsieur Girard, je vous propose de revenir peut-être de façon synthétique sur les principaux enseignements que vous avez tirés sur ce sujet. Avec plaisir. En effet, nous avions été donc missionnés par Génération Mutualiste et Mutualité Française. Alors, nous étions vraiment aux prémices des réflexions et des expérimentations sur l'EHPAD hors-les-murs. Donc, nous avions comme objectif, avec Mélissa Asli-Petit, qui est sociologue, d'apporter une compréhension en fait globale des enjeux liés au thème de l'EHPAD hors-les-murs et du domicile connecté. On avait vraiment comme objectif d'apporter une vision double, à la fois des enjeux sociologiques et des enjeux territoriaux de l'inscription d'une offre d'EHPAD hors-les-murs sur un territoire. Donc, nous avions d'ailleurs à cette époque vu plusieurs acteurs, plusieurs experts, et puis réinterrogé aussi certaines expérimentations qui à l'époque débutaient ou venaient juste de débuter, dont l'EHPAD Stéphanie à Sartrouville de la Croix-Rouge. Je dirais que les principaux enseignements que l'on avait eus sur le sujet, et je pense qu'il faut le rappeler ici, c'est que l'EHPAD hors-les-murs ne sera jamais une chambre d'EHPAD. Et que ce dispositif, en fait, ne vient pas remplacer les structures physiques, mais il s'agit bien d'une nouvelle alternative, d'une nouvelle porte qui est ouverte au sein du parcours résidentiel des seniors. Il y a 2 enjeux, peut-être, on va balayer les 2 aspects, à la fois sociologiques et puis territoriaux. Au niveau sociologique, je pense que ce qui ressort le plus de ce rapport, c'est que, premièrement, on ne vit pas dans un EHPAD hors les murs, on vit d'abord chez soi. C'est-à-dire qu'on vit chez soi, la notion du chez soi, de l'inscription de l'individu sur un territoire qu'il connaît. Voilà, on habite son quartier, on connaît ses voisins, on connaît ses commerces de proximité. Et puis, on a des services, on a des petits plus qui arrivent petit à petit à domicile en fonction des besoins. Ça, c'est un aspect assez important. C'est vraiment le domicile qui s'ouvre
sur l'extérieur et non l'inverse. Et donc, du coup, quand on part de ce postulat-là, il y a aussi la question du respect de l'intimité, du respect de l'indépendance de la personne, qui parfois peut être plus ou moins bien vécu en structure collective. Et donc, voilà, l'enseignement que l'on avait eu, c'est que vraiment, contrairement à l'entrée en EHPAD, qui était un processus subi, et M. Girard vient de le rappeler, pour 3/4 des personnes qui rentrent en EHPAD, l'EHPAD hors les murs va donner ce sentiment de réassurance, de contrôle, de maîtrise en fait de la personne, qui se pose alors en habitant plutôt actif, faisant appel à une offre de service et non pas en résident passif d'un EHPAD ou d'une structure collective dans lequel il va participer à des activités, aller manger au restaurant, etc., mais où du coup il ne sera plus moteur de ces activités-là. Par contre, le deuxième revers de la médaille, c'est que c'est un chez-soi qu'il faut accepter de transformer petit à petit. C'est un chez-soi dans lequel il faut faire rentrer des professionnels, il faut faire rentrer un certain nombre d'adaptations, et l'aménagement du domicile est reconnu comme le principal facteur favorisant ce bien-être à domicile le plus longtemps possible et dans les meilleures conditions. Au niveau territorial, il y a essentiellement 3 questions que nous nous étions posées sur la place de l'EHPAD hors les murs sur les territoires. Premièrement, nous nous étions interrogés sur quelle est la place pour cette nouvelle offre de service, cette EHPAD hors les murs, dans l'organisation actuelle des acteurs. La deuxième question, c'était quel est le périmètre thématique qui va être pertinent pour chaque territoire. Et puis, quel va être le périmètre d'intervention géographique en termes de services, mais aussi du coup qui réinterroge les besoins non couverts, les trous dans la raquette et qui réinterroge aussi l'accès en fonction de territoires qui vont être par exemple, si vous posez un rayon de 10 km autour d'un EHPAD, ça ne va pas être la même chose de le poser sur une plaine ou de le poser dans une région un peu plus montagneuse. Vous n'allez pas avoir les mêmes enjeux, vous n'allez pas avoir les mêmes conditions d'accès. Donc, du coup, nous avions vraiment posé l'importance pour les territoires de se poser ces questions-là et de faire vraiment un diagnostic territorial en amont pour avoir une compréhension fine à la fois de l'offre existante et puis de l'écosystème local et de son fonctionnement. Je dirais qu'il y a 3 prérequis que nous avions identifiés dans les expérimentations que nous avions étudiées, qui étaient particulièrement importants par rapport à la réussite de ces expérimentations. C'était un maillage fort avec l'ensemble des partenaires du territoire, on l'a rappelé, les SAD, les SIAD, les infirmières libérales, les médecins de ville, les assistantes sociales des hôpitaux, le SAMU, différents acteurs comme SOS Médecins. Voilà. Donc vraiment avoir cet écosystème et ce maillage, être dans une logique aussi de complémentarité avec les professionnels qui interviennent la journée à domicile et non dans un positionnement qui parfois pouvait être vécu comme étant de concurrence. Donc il y a un travail vraiment pour insérer cette nouvelle offre dans l'écosystème et dans ce qui existe actuellement. Et puis, un autre facteur de réussite sur ces expérimentations était le portage par un acteur connu ou reconnu sur le territoire et qui, du coup, était en capacité de fédérer autour de lui différents partenaires, différents prestataires et de faire le lien et d'avoir vraiment cette vision globale et complémentaire. Donc voilà, en quelques mots, les principaux enseignements que l'on avait pu avoir à cette époque. Merci Élodie, ça fait bien écho à ce qui a été expliqué juste avant sur l'expérimentation de la Croix-Rouge, donc c'est très intéressant, merci. Donc, pour passer sur un autre sujet, mais toujours autour de cette question de l'EHPAD, je te sais très engagée sur alors à la fois ce défi démographique qu'on connaît au XXIe siècle, mais aussi sur un autre défi majeur qu'est celui de la transition écologique. Et tu as travaillé sur le croisement en fait de ces deux transitions et tu as questionné finalement l'accompagnement d'une démarche positive de transition écologique des EHPAD. Est-ce que tu peux nous dire déjà dans un premier temps quels sont finalement les constats qui t'ont mené à cette réflexion-là ?
Alors, le premier constat, et je l'ai partagé avec deux associés de talent sur cette question, c'est premièrement qu'il y a très peu de croisement au final entre ces deux enjeux de transition majeurs au niveau de notre société. Où quand il y a, ils sont plutôt à la marge et ils ne sont pas forcément systématisés. Et du coup, avec Aurélie Olagnon, qui est consultante en gérontologie et qui actuellement est en master à Sciences Po et qui porte un très intéressant sujet de mémoire sur cette thématique du croisement entre transition écologique et transition démographique, nous nous sommes interrogés sur la place de l'EHPAD et pourquoi pas mettre l'EHPAD justement comme lieu de convergence de ces deux dynamiques sur un territoire, de par son ancrage territorial fort. Alors, pourquoi l'EHPAD ? Premièrement, tu l'as rappelé en introduction, il y a à peu près 7500 EHPAD en France, dont la moitié sont publics, et ces structures ont une triple casquette en fait. Ils sont à la fois employeurs, ils sont également acheteurs sur les territoires, donc ils participent par ces deux biais à la dynamique économique, au développement économique d'un territoire, et puis ce sont également des lieux de vie, des lieux de travail, et donc la qualité de vie à la fois en tant que résident et en tant que travailleur est important, était un facteur aussi de fidélisation à la fois des résidents, mais aussi des personnes qui interviennent dans ces structures. Donc, la base et le constat, c'est qu'on avait vraiment au sein des EHPAD une multitude d'acteurs, de résidents, les irrésidents, les agents, les familles qui gravitent dans l'établissement et qui peuvent être au final de formidables leviers de développement durable au cœur des territoires. Permettant de travailler à la fois sur la qualité de vie au travail, sur la qualité de vie globale des résidents et leur environnement de vie au quotidien, et puis positionner aussi la structure comme étant un acteur moteur d'un écosystème local qui va intégrer le développement durable dans son fonctionnement. La deuxième chose qui était particulièrement importante pour nous dans ce travail, qui s'est concrétisé dans un livre blanc qui est accessible sur Internet, on vous donnera le lien pour y accéder, et je vais vous le dérouler rapidement, mais vous pourrez y accéder de manière complète, c'est qu'il n'y a pas d'opposition en fait, et surtout, ça nous tenait vraiment à cœur, de ne pas avoir d'opposition entre un modèle économique et un investissement sur la transition écologique. Voilà, on voulait vraiment montrer qu'il était possible d'investir dans la transition écologique au sein d'un EHPAD et de faire des économies, de les réinvestir et d'avoir un modèle qui était vertueux pour tout le monde. Donc, on s'est basé, en fait, sur ce livre blanc, sur un EHPAD, et ce fut une belle rencontre avec l'EHPAD de Jasseron, qui est dirigé par Dominique Gelmini, et qui, depuis plusieurs années, porte cette double réflexion de comment faire de l'écologie au sein de ma structure sans mettre en danger l'équilibre financier de mon établissement. Voilà. Donc, l'exemple de Dominique nous a vraiment beaucoup inspiré, et du coup, on a travaillé tous les trois sur comment apporter une vision un peu claire de comment mettre en place et comment penser du coup la gestion de l'établissement sur le temps long, de dépasser ces a priori-là et d'aller sur une intégration des enjeux écologiques. Pour vous donner un petit peu une image d'aujourd'hui ce qu'est l'EHPAD de Dominique. C'est un EHPAD, par exemple, où on mange bio, où on mange local, où les achats sont faits en circuit court, sont cuisinés sur place, où l'entretien du bâtiment est fait avec des machines à vapeur, où les déchets, les rares déchets sont compostés avec un compost qui part auprès des habitants du village. Les résidents vont ramasser les pommes dans le verger pour en faire des tartes. L'eau de pluie sert à alimenter les toilettes. Voilà, on a un certain nombre de choses qui se sont mis en place petit à petit et qui font que cet EHPAD, tout en réinvestissant les économies qu'il avait pu faire grâce à la mise en place de ces différentes actions, a pu s'inscrire durablement dans cette dynamique. Super, merci beaucoup, c'est vraiment hyper intéressant. Et alors concrètement, très concrètement même, quelles seraient les étapes pour un EHPAD qui se dit j'ai envie d'avancer sur ces enjeux. Finalement, comment est-ce qu'on génère de l'envie, de l'échange d'expériences, une espèce d'émulation pour que ces engagements se multiplient dans les territoires et dans les établissements?
très concrètement, du coup, je vais reprendre les 5 clés que nous avions vues, parce que l'objectif de ce livrement, c'était vraiment de se projeter aussi sur comment tout le monde pouvait se... Le lien a été mis pour les participants qui souhaitent aller jeter un petit coup d'œil. Super, merci Angélique. Donc, les 5 clés que nous avions vues et que nous avions travaillé avec Dominique Gelmini, c'est premièrement débuter. Alors, je pense qu'à un moment, il faut se lancer dans le grand bain, il faut sauter. La tâche peut paraître immense parce que quand je vous ai voilà, un petit peu montré le panorama de ce que fait Dominique dans son EHPAD, c'est vrai que c'est un panorama qui fait un petit peu rêver, mais qu'à un moment, il faut commencer par quelque chose et quelque chose de très concret. Voilà, c'est un petit peu la démarche des petits pas qui ont permis, par exemple, à l'EHPAD de Jasseron de débuter par ses déchets alimentaires, tout simplement, en se questionnant sur quels sont mes déchets et à partir de cette cartographie des déchets, qui peuvent être papier, produits d'entretien alimentaire, comment, derrière, je peux agir plus ou moins facilement en fonction du contexte dans lequel je suis. Il y a une partie aussi dans cette phase de débuter qui est de l'information, s'informer, se rapprocher des associations locales, se former aussi parfois sur certaines thématiques qui permettent dans un deuxième temps d'oser. Je dirais que c'est un petit peu basique, mais 100% de ceux qui ont réussi ont commencé par essayer. Et du coup, aussi à avoir en tête que dans cette manière d'oser, d'innover, les choses ne sont pas forcément très coûteuses. Ça peut être peut-être tout simplement développer une bonne idée, se dire que le trop-plein alimentaire que l'on a au niveau des cuisines, il peut y avoir une coopération avec le CCAS pour le redistribuer gratuitement, qu'il peut y avoir des choses qui sont faites et qui sont portées du coup au niveau aussi des professionnels qui interviennent. Et puis, il y a quand même une troisième phase qui est très importante, qui est celle d'investir. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on a fait ce premier pas, où on a enclenché la dynamique, il arrive un moment où le fait de réorganiser les services, de porter des actions ne suffit plus et où il faut investir dans des biens, des machines pour inscrire ces changements dans la durée. Le seul investissement que Dominique Gelmini a fait à Jasseron, c'était l'audit sur ses déchets alimentaires. Et au niveau des gains qu'il a pu avoir en réduisant ses déchets et en mettant en place du coup un certain nombre de choses pour réduire ce qui passait à la poubelle après chaque repas, les économies lui ont permis de faire ses premiers investissements. Donc son premier investissement, par exemple, de manière très concrète, ça a été l'achat d'un four vapeur pour faciliter le quotidien des agents de restauration, mais aussi pour permettre de mettre dans la salle de restauration des plats qui étaient plus savoureux, une viande qui était plus tendre, et du coup, qui finissait un petit peu moins à la poubelle parce qu'elle était plus facile aussi à manger et avec plus de goût, etc. Donc, au final, en fait, ces économies-là, petit à petit, toujours cette démarche des petits pas, ont permis d'investir même dans du temps de travail, c'est-à-dire qu'il a pu réaliser de nouvelles embauches grâce à ces investissements et grâce aux économies qui étaient liées. Dans cette dynamique, il y a vraiment 3 choses à vraiment garder en tête. C'est que les finalités, c'est le bien-être des résidents, le bien-être des agents dans leur qualité de travail au quotidien, mais dans une démarche qui est vraiment sans compromis pour l'environnement et qui vise à la stabilité financière de l'établissement. Voilà. Donc, on est vraiment dans ce cercle vertueux où, du coup, tout le monde y trouve son compte au final. Et la 4e clé très importante, et tu l'avais dans l'énoncé de la question, c'est faire participer. C'est-à-dire qu'une démarche comme ça, elle n'est pas impulsée par une seule personne. Elle est partagée par les nombreuses personnes qui gravitent dans l'EHPAD et qui ont parfois des intérêts qui peuvent être divergents, mais qui peuvent être convergents, mais en tout cas pas forcément les mêmes. Et il y a vraiment un enjeu d'engager le personnel. Alors ça peut être d'engager dans un projet collectif, de recueillir les idées, les avis, les propositions et petit à petit les intégrer. Et puis d'engager aussi les résidents, profiter de leurs connaissances, faire renaître des savoir-faire qu'ils pensaient peut-être avoir oubliés ou ne plus jamais mettre en pratique quand on
crée un potager, par exemple, tout simplement, ou quand on fait du compost. Il y a des choses qui, du coup, reviennent et qui appartiennent à la vie quotidienne et qui sont importantes de remettre au centre, peut-être, du projet de vie de l'établissement. Et puis, la dernière clé très concrète, c'est de partager, c'est-à-dire communiquer sur la démarche, inscrire l'EHPAD, on parlait tout à l'heure vraiment de l'EHPAD carrefour, de l'EHPAD au sein de son territoire. Je pense que plus que jamais, à travers cette convergence entre transition démographique et transition écologique, ce cheminement inscrit l'EHPAD dans son territoire, tout simplement parce que si on reprend l'EHPAD de Jasseron, la restauration était confiée à un prestataire externe, les repas sont faits sur place, mais le prestataire qui a été engagé dès le début de la démarche a accompagné, par exemple, la labellisation de producteurs locaux pour faciliter les circuits courts. Et donc, du coup, c'est aussi un appui de l'EHPAD à l'économie locale et à sa structuration dans une plus grande résilience. Une des dernières choses aussi qu'a fait Jasseron, c'est tout simplement de conventionner avec la commune pour que la cuisine de l'EHPAD, cette cuisine qui est bio, locale, faite sur place, etc., soit également celle du restaurant scolaire. Et donc, que les enfants et les résidents mangent cette même qualité et qu'on puisse être dans cette perspective également d'économie d'échelle, qu'on puisse être dans cette perspective de partage et d'association des collectivités locales, des acteurs autour, des producteurs, etc., dans cette dynamique. Merci beaucoup, Élodie. Je trouve que ça redit, je crois qu'un défaut qu'on a quand on travaille sur les enjeux du vieillissement, c'est de se dire que finalement, les personnes âgées, elles ont eu une vie. On oublie des fois de les inscrire dans le présent. Et cette notion de la modernité, en fait, dans l'accompagnement des politiques, qu'elles soient à l'intérieur d'un établissement ou d'un territoire, des politiques de l'âge, elles sont essentielles, en fait, pour que les choses aillent avec leur temps. Et qu'on ait aussi, ça génère aussi des choses très intéressantes. C'était ce que tu évoquais avec le partage des repas avec les plus jeunes, mais sur tout un tas d'autres choses sur l'intergénération et finalement le fait de redonner l'envie de vivre ensemble autour de sujets importants pour la société dans son ensemble. Donc, c'est vraiment... Je vous propose de poser vos questions si vous en avez sur le module questions-réponses. Et en attendant, je vais poser la question finale à nos intervenants. Ça nous permettra d'avoir un petit temps d'échange sur les questions-réponses si jamais il y en a après. Donc, on va conclure avec celle-là. Au regard finalement de vos réflexions, des expérimentations dont vous nous avez parlé, selon vous, quel serait le rôle ou la fonction qu'on pourrait attendre de l'EHPAD et de l'EHPAD hors les murs pour les personnes accueillies, pour leurs proches, pour les personnes âgées qui vivent à domicile et pour le territoire dans les prochaines années. Je vous laisse y aller, Élodie et Joanne. Élodie, qu'est-ce que je fais? J'y vais, je me lance? Je viens juste de parler, alors. Voilà, ça changera le rythme. Pour moi, c'est que ça doit devenir un pôle ressource de proximité au cœur de chaque territoire. Les plus de 7000 EHPAD de France sont parfois dans des territoires les plus éloignés. Dans mon job précédent, on avait un EHPAD dans un village de 200 habitants et l'EHPAD faisait 85 places, imaginez-vous. Et donc, je pense que les personnes âgées, jeunes âgées ou grand âge, ont une nécessité de proximité. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, ce pôle ressources ne doit pas être un pôle ressources, on va dire, uniquement centré sur le grand âge ou sur la fin de vie ou sur les troubles neurodégénératifs. Il doit pouvoir accompagner l'ensemble du processus du bien vieillir jusqu'au vieillissement et jusqu'à la fin de vie. Oui, ce lieu, pour moi, demain, devra être dans son expertise en gérontologie au sens large, y compris donc la gériatrie, est un lieu où on pourra venir faire de la prévention pour son propre bien vieillir, ouvert sur l'écosystème, les enjeux nutritionnels, les enjeux du sport adapté, les enjeux effectivement de la place de la culture pour aussi la stimulation cognitive. Enfin, bref, un certain nombre d'éléments qui va permettre une acculturation forte à la prévention du bien vieillir. La France n'est pas exemplaire sur la culture de la prévention, on le sait tous. Peut-être que demain, le sujet du grand âge peut être un élément ambassadeur pour renforcer la place de la prévention dans notre système de santé. L'autre élément, c'est que je pense que ça peut être un lieu évidemment un peu plus guichet unique,
ouvert 7 jours sur 7, 24 sur 24, et donc accessible à tous, avec toujours une petite lumière qui est allumée. Et ça, les seniors en ont besoin, parfois dans l'urgence, pour être un lieu, justement, ressource aussi, d'information, de coordination dans leur propre parcours, voire d'orientation. Alors évidemment, il y a des éléments qui devront interagir avec les systèmes publics relatifs peut-être à des éléments administratifs, à des éléments sur les aides, etc. Mais en tout cas, sur l'expertise médico-sociale et aussi comme dispositif de lutte contre l'isolement, je pense que le futur pôle gérontologique ressources de territoire peut trouver toute sa place. Et enfin, on sait aussi que la fin de vie, ce n'est pas dans l'ordre de priorité de nos politiques publiques ou dans les financements associés. Je pense que ces futurs pôles peuvent être aussi des lieux ambassadeurs d'une qualité de fin de vie adaptée, en coordination bien évidemment avec des démarches CHADé et autres, mais en tout cas qu'on puisse faire de la fin de vie un élément du parcours qualitatif, digne, et où aussi bien la personne accompagnée dans son processus de fin de vie que ses aidants puissent être entourés dans les capacités d'une structure médico-sociale, évidemment, c'est-à-dire dans ce qu'elle pourra faire dans cet accompagnement de fin de vie, avec les limites que ça peut avoir parfois, où le sanitaire peut avoir un rôle à jouer. Et voilà, je pense qu'elle peut avoir un rôle vraiment pour accompagner ce parcours et sans en faire à nouveau, comme je peux pressentir parfois dans les idées des uns et des autres, bien qu'on n'a pas tous, le débat est là pour ça aussi, mais je ne voudrais pas qu'on revienne à l'hospice d'antan, ou au lieu uniquement de troubles neurodégénératifs, que personne ne voudra venir parce que ça sera pour de l'usure professionnelle pour les collaborateurs, pour les aidants, ça sera une souffrance et pour les personnes elles-mêmes qui y vivront, ça sera compliqué. Bref, je pense que cette notion finalement mixte, ouverte et puis parfois spécialisée, enfin professionnalisée sur certains domaines me semble une clé de réussite intéressante pour la transformation de l'offre de services de demain. Merci. Élodie, tu veux rebondir ? Rebondir, compléter plutôt, parce que du coup, je suis complètement d'accord et de toutes les manières, voilà, c'est en fil rouge de ce que l'on dit depuis le début de ce webinaire. Vous l'aurez compris, moi, la place sur le territoire, dans le quartier, dans l'environnement de vie est très important de l'EHPAD. Donc, je souscris totalement au fait qu'il soit décloisonné, qu'il soit ouvert, qu'il y ait cette vie, mais cette vie quotidienne, en fait. Je pense qu'il voilà, c'est dans cette vie quotidienne. Je ne vais pas revenir sur tout ce que l'on a dit par rapport à ce rôle d'impulsion sur la transition également écologique que l'on vient juste d'aborder. Juste un autre point que j'aimerais rajouter par rapport à tout ce qui vient d'être dit, c'est peut-être repenser la place des générations dans l'EHPAD. Par là, je veux dire repenser et surtout penser la place des familles au sein de l'EHPAD. Comment est-ce que ce lieu devient un lieu d'accueil, un vrai lieu de réception où l'on se sent à l'aise de partager des moments, d'amener des enfants qui vont peut-être être en bas âge et qui du coup vont pouvoir partager peut-être des moments avec leurs arrière-grands-parents ou avec leurs grands-parents dans des salles avec du matériel un peu spécifique. Faire tout simplement un puzzle, faire un parcours ou avoir la capacité d'aller se promener dans le jardin pour aller voir le potager. Ça, je pense que c'est vraiment une attention. On parle beaucoup des habitants, etc. Je pense que la place des familles au sein et la manière de se sentir bien quand on est une famille, quand on rend visite dans un EHPAD, c'est particulièrement important. Et pour moi, c'est une des clés qui fera la réussite de cette ouverture de l'EHPAD sur d'autres services, d'autres activités et sur au final la vie quotidienne au sein d'un territoire. Merci Élodie. J'en profite pendant que tu as la parole pour te poser la question d'Élodie Técher qui dit bonjour, est-ce que les départements et ARS ont accompagné l'EHPAD présenté dans sa démarche de transition écologique ? Alors non. Non. Dominique Gelmini a choisi volontairement d'être indépendant et donc c'est pour ça qu'il a uniquement autofinancé le premier diagnostic, le premier audit sur les déchets au niveau de la cuisine. Mais derrière, l'ensemble des investissements ont été financés uniquement par les gains
réalisé au niveau des économies, des différentes économies sur les différents postes, que ce soit les produits d'entretien, que ce soit les déchets de cuisine, que ce soit l'énergie, etc., etc. Donc, on est vraiment, et c'est aussi pour ça que cet exemple nous intéressait particulièrement, c'est parce que justement, voilà, il n'avait pas attendu que certains acteurs bougent et en même temps, il avait vraiment inscrit sa démarche dans une indépendance et dans un cercle vertueux au niveau de son propre établissement. Merci Elodie. Je vais laisser Joanne Girard juste rebondir sur la question également de Gérard Duplain. Je vois que vous avez répondu par écrit. Gérard donc de Saint-Étienne, que je salue par la même occasion, qui vous remercie pour vos interventions très positives et motivantes. Est-ce que l'idée du décloisonnement, de vivre à la maison, des allers-retours des bénéficiaires, vous êtes allé aussi sur les allers-retours du personnel entre le domicile et l'EHPAD? Oui, tout à fait. Alors, c'est évidemment la question qui s'est posée de prime abord. Alors, qui a été d'ailleurs rappelée dans le rapport El Khomri auquel j'ai participé, qui est la polyvalence des postes, effectivement, et la capacité à pouvoir décloisonner la pratique professionnelle entre le domicile et les établissements. Alors, à ce jour, dans le dispositif Vivre à la maison, il y a des professionnels qui sont dédiés parce qu'on est dans le cadre d'une expérimentation, donc avec des ressources d'un côté financées sur l'EHPAD d'origine ou le SIAD d'origine. Donc, il y a eu évidemment un appel à candidature pour ceux qui voulaient venir dans le dispositif à Vivre à la maison, etc. Mais on pense très grandement, évidemment, à cette notion, pourquoi pas, de roulement entre le domicile et l'établissement, assurer effectivement une flexibilité qui permettrait aussi de diversifier les missions. On sait très bien qu'il y a des acteurs, des professionnels qui apprécient de travailler en EHPAD parce qu'il y a un côté un petit peu encadrant de proximité, et d'autres à domicile qui préfèrent parce qu'il y a une plus grande autonomie. Mais il n'y a aucun système parfait et dans l'un, il y a des inconvénients, dans l'autre aussi. Par exemple, à domicile, on se retrouve parfois isolé, les temps de coordination, les temps de partage de pratiques sont plus complexes. Du coup, d'entraîner potentiellement cette mixité prendrait finalement le nectar, la substance positive de chaque élément et comblerait éventuellement les frustrations, les difficultés sur les autres. Mais pour cela, il y a plusieurs questions qui se poseront évidemment, qui vont être les éléments relatifs à l'organisation du travail, les éléments relatifs parfois au décret de compétences en fonction des missions et des fonctions de chacun, etc. Donc, je pense qu'il y a une action plurielle à mener, une action des opérateurs sur la manière de penser les choses. Il y a une grande réflexion, je pense, de DRH à avoir aussi sur ce point-là. Et il y a une réflexion, bien sûr, aussi sur les politiques publiques dans le cadre des formations initiales et ou continues pour accompagner les personnes déjà diplômées. Et évidemment, sur l'évolution, on va dire, réglementaire, sur les missions entre un SAD, SIAD et EHPAD. Voilà, si je vous cite l'exemple que le SAD, l'aide à domicile du SAD, peut mettre une chaussette de contention, mais ne peut pas mettre des bandes de contention alors que le SIAD peut. Voilà, bon, ce genre d'hérésie mériterait peut-être d'être évolué pour renforcer la polyvalence des postes et le décloisonnement des activités. Et je répondais aussi à monsieur que par contre, de fait, c'est vrai que le système a entraîné aussi un cloisonnement naturel des équipes et non, même parfois, mais on voit dans les salles de pause, alors qu'on a certains SIAD qui sont dans nos EHPAD, les choses sont assez cloisonnées. On s'est rendu compte que la crise Covid avait levé certaines cloisons naturellement, où des acteurs du SIAD se sont proposés spontanément à venir travailler à l'EHPAD, etc. Alors que si on l'avait fait hors crise, ça ne serait pas venu naturellement. Donc, il y a aussi, je pense, à capitaliser positivement du retour d'expérience de la crise et s'appuyer sur ces leviers. Merci. Deux questions complémentaires et je pense qu'on s'arrêtera là-dessus. Donc, est-il possible d'imaginer l'EHPAD comme un plateau de réhabilitation, un passage épisodique à la demande ou au besoin pour permettre à la personne de retrouver ou de se réentraîner à la vie à domicile? Et puis la deuxième, c'est comment gérer le problème des ressources humaines en EHPAD et des manques de connaissances sur le soutien à domicile et des compétences spécifiques. Parfois, ça, on vient de l'évoquer en partie, en tout cas, sur la nécessaire évolution de la formation des ressources humaines. Donc, je vous laisse répondre si vous le souhaitez. Élodie, je vous laisse ou je pense que vous avez des… Allez-y. Vous voulez ou bien vous enfin, voilà. Sur la partie l'EHPAD comme un plateau de réhabilitation, en fait, le dispositif actuel Vivre à la maison ou la plateforme gérontologique Demain de territoire, c'est ça en fait. C'est-à-dire que pour certains, ça va être un lieu de passage pour une réautonomisation. Parfois, ça va être un accompagnement beaucoup plus long. Ça dépendra de chaque cas. Je pense qu'il faut effectivement raisonner
sur une notion de il y a une palette de services et qu'on puisse piocher le bon soin, le bon accompagnement au bon moment du parcours. Donc, si à un moment donné, c'est une action de réautonomisation en sortie d'hospi et que le SSR a fait son job ou pas, ou qu'il n'y avait pas de place et qu'ils viennent et qu'on réautonomise et qu'il y a un retour à domicile complet, et peut-être une action de suivi de vivre à la maison, enfin du dispositif GRAD en chapeau, puis après la personne est réautonomisée, il n'y a plus de besoin, ça sera ça. Mais s'il y a besoin de tout ça, je pense qu'il va falloir effectivement pouvoir osciller avec le curseur de manière beaucoup plus agile. Je me permettrai de rajouter un élément que j'actionne au niveau de plaidoyer DGOS, DGCF depuis un bon moment et dans le cadre du projet de loi. Je pense qu'on n'aboutira pas, mais je vous le livre là. Je pense aussi que les équipes mobiles gériatriques dans les secteurs sanitaires, qui répondent de l'extra-hospitalier, à ce jour, 20% seulement de leur activité est en dehors de l'hôpital. 80% de leurs activités est interne dans les services pour acculturer la gériatrie. Bon, les 20% restants vont globalement dans les EHPAD. Ils vont peut-être aller un petit peu à domicile. Moi, demain, je suis convaincu, pour renforcer l'attractivité des postes de médecins, médecins gériatres, mais aussi psychologues, ergo, psychomotes, etc., dans les pôles gérontologiques, que ces EMG, donc généralistes, pourront être portés par les futures plateformes gérontologiques de territoire médico-social. Pourquoi? Parce qu'une équipe mobile gériatrique, c'est quoi? C'est de la coordination, c'est de l'expertise, de l'évaluation. Et il n'y a pas de clinique. Donc, c'est tout à fait ce que peut faire un médecin co, un médecin gériatre dans une structure, un psychologue et un infirmier cadre. Donc, je pense qu'on pourra en plus, si cette proposition émerge demain, on pourra peut-être renforcer ce que vous soulignez à travers ces notions de gravitation, de réautonomisation, etc., avec des compétences complètes, formées, concentrées sur les activités à un temps plein pour chacun d'entre eux, etc. Voilà quelques suggestions par rapport à votre question. Et l'autre, c'était comment gérer le problème des ressources humaines. Bon, il est très large, cette question est très large. Honnêtement, je peux vous assurer, ayant travaillé activement dans le rapport El Khomri, que de nombreuses propositions très pratico-pratiques ont été notées dans ce rapport, même évaluées et chiffrées en termes d'impact dans les coûts publics. Ponctuellement, il y a des choses qui commencent à émerger dans les actions, évidemment la revalorisation salariale sur l'attractivité. Je pense qu'il y a un vrai changement de regard à porter sur le vieillissement dans nos sociétés aussi pour éviter le côté « Ah, tu veux faire aide-soignant, tu vas t'occuper des vieux, c'est pas très glorieux ». Voilà, donc ça, il va falloir qu'on le fasse évoluer si on veut donner envie et donner du sens à pourquoi on s'engage dans ces métiers à trait au grand âge et à la perte d'autonomie. Et puis après, évidemment, il y a une notion aussi de reconnaissance du pouvoir d'agir de nos collaborateurs. C'est-à-dire à quel moment, je pense au modèle de Burtok qui a aussi été repris avec Alangui ou d'autres choses comme ça dans les services d'aide à domicile. Mais cette autonomisation, cette reconnaissance du pouvoir d'agir de nos collaborateurs, cette réautonomisation finalement de nos collaborateurs, elle est aussi importante pour renforcer l'attractivité dans notre secteur. Comme je vous l'ai dit dans mon intervention tout à l'heure, on est dans une taylorisation de la pratique, il faut lutter contre ça et renforcer leur capacité d'agir, de prise de décision, qui invitera naturellement du coup à leur capacité de réflexion éthique aussi. Complètement. Merci beaucoup pour vos deux interventions passionnantes. Je remercie une fois encore Leroy Merlin Source et Idealco pour cette chouette collaboration qui a donné lieu à ce beau cycle de webinaires. C'était le dernier épisode aujourd'hui. La prochaine échéance, ce sera le colloque, les rencontres thématiques du réseau francophone des villes amies des aînés le 1er juillet prochain à Saint-Étienne. Idealco devra retransmettre en toute… aux abonnés du club PAPH. Tout à fait. Exactement, ce ne sera pas ouvert comme pour le cycle de webinaire. Hein, donc, pour nos adhérents non abonnés à Idealco, ce sera en présentiel uniquement. Donc, pensez à vous inscrire. On a hâte de se retrouver en vrai et on remercie Idealco pour cette transition à l'état mixte dans une période où c'est encore pas tout à fait évident de se déplacer. Donc, voilà. On s'est fait un vrai plaisir de soutenir le réseau francophone de la Ville Amie des Aînés et Leroy Merlin Source, réseau de recherche sur l'habitat, Leroy Merlin France. Je me permets juste de vous préciser que vous retrouverez le support de présentation dans l'espace formation une fois que l'enregistrement de cette webconférence aura été traité. Il sera traité très prochainement. Voilà. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci beaucoup de votre invitation. Belle journée. Bonne journée, au revoir. Au revoir. Au revoir.